Le thème du marcheur, c'est un petit peu mon leitmotiv depuis pas mal de temps, je dirais même depuis l'école des Beaux-Arts. J'aime bien ce symbole de l'homme qui marche, quoi. Aussi un petit clin d'œil à Giacometti, mais de manière mécanique. Il y a un cycle, les pas qui reviennent, il y a un côté aussi infini. C'est un peu ça que je cherche, c'est un petit peu la poésie autour de la mécanique pour donner une espèce d'illusion, d'émotion, de magie. Ça tourne toujours autour de ces points-là. L'envie de démonter tous ces objets, en fait, c'est vraiment une maladie. C'est savoir comment ça fonctionne. C'est toujours la même passion, quoi. C'est comment ça marche. C'est bête, hein, mais c'est comme ça après que ça peut donner des idées pour construire d'autres objets, de les détourner, d'en faire autre chose, de mélanger différents systèmes. Il y a toujours quelque chose à trouver. Malgré qu'on a l'impression que tout a été inventé, non, il reste toujours des utilisations différentes. J'aime bien prendre un appareil comme celui-ci pour ensuite le détourner pour l'utiliser dans un mécanisme de montre. Ma fascination pour le mouvement, ça doit venir déjà des machines. Mais il y a toujours le côté artistique qui est lié au mouvement. C'est pas un simple mouvement, une simple machine qui va m'émouvoir, mais il y a certaines machines qui sont très belles et puis qui peuvent exprimer quelque chose de très beau. Alors cet objet, c'est une adaptation miniature du projecteur que j'ai en haut. En fait, c'est le principe même du cinéma, mais fait d'une façon microscopique. Ma passion pour les automates, en fait, je l'ai découverte. Elle s'est passée quand j'avais 14 ans, à la rencontre de Michel Bertrand, un artisan français qui est venu s'installer à Sainte-Croix, début des années 70. La première fois que je suis arrivé dans l'atelier à Michel, il y avait des automates partout, un petit peu comme Geppetto au milieu de ses, de ses poupées. Et puis, il y avait des noirs qui jouaient du banjo, il y avait des singes qui jouaient du violon. Enfin, c'est vraiment un monde qui avait l'air hors du temps. Je me suis dit, c'est absolument génial. Comment c'est possible de faire ce métier-là, sans savoir qu'il existait. Mais après, ça m'a plus quitté. Les têtes pour les automates, il n'y en a jamais deux identiques. Elles sont toutes différentes. Les yeux sont différents parce que c'est pas le même diamètre, les pupilles, l'iris, la direction.
Puis c'est assez difficile de positionner un œil. C'est incroyable, le regard. On change un tout petit détail et puis il a l'air benet. Un autre, il louche, un autre... Enfin, c'est assez incroyable, les yeux. Comme ça, il est pas mal. Au début, quand on monte des visages, des paupières, on a toujours envie que le côté gauche soit comme le côté droit. Mais au contraire, plus un visage est asymétrique, plus il est vivant, plus il est expressif. Et puis, on bouge à peine un œil, et puis tout d'un coup, il a l'air benet. Ce que j'aime bien dans les automates, c'est qu'on part de matériaux bruts. Donc on a des plaques de laiton, des tôles brutes qu'on achète dans le commerce. Puis à partir de ça, on élabore un mécanisme, on coupe dedans, on fait un moteur, on fait un barillet, on met un ressort, on met des cames, on met des leviers. Puis on construit vraiment un jouet complexe. C'est sûr que c'est amusant de faire ça. Ça, c'est un ressort plat qui se trouve à l'intérieur d'un barillet. Donc c'est l'énergie qui va donner tous les mouvements à l'automate. Le moteur, c'est le cœur de l'automate. C'est pas l'âme de l'automate, c'est le cœur. Donc c'est lui qui va insuffler une énergie. C'est très subtil. Dans les automates, les ressorts, c'est une des parties les plus délicates à mettre au point. Au niveau des mouvements, l'équilibre des bras, de la tête, des paupières, tout ça, il y a des ressorts partout. C'est vraiment une sensation, quoi. Quand on règle un ressort, on sait s'il est trop puissant, trop violent, ou au contraire, pas assez. Et puis il y a toute une forme empirique pour calculer un ressort. Bon, les magiciens, ça fait partie des plus vieux automates existants. Dans les tout premiers automates, bon, déjà il y a de la magie autour de chaque automate, mais les automates purement magiciens, c'est un peu comme une mise en abîme, quoi. C'est déjà un magicien d'origine. Si en plus il fait de la vraie magie, ça donne vraiment un effet bœuf. C'est cette fameuse roue à cliquet. T'as combien de dents sur le... Alors il y a 20 goupilles. Une vingtaine. Puis sinon l'échappement, t'as regardé, il fonctionne bien. Oh, l'échappement, ouais, il y a... L'échappement, il est OK. Puis on va voir. Là, t'as un cliquet. Aujourd'hui à l'atelier, on est 6. Des horlogers, micromécaniciens, finisseurs. La plupart des commandes, pour Bangkok, pour d'autres maisons horlogères, des commandes pour la joaillerie, des commandes pour des privés. Ouais, on a pour peut-être 2 ans de travail d'avance. La fabrication d'automates, c'est très polyvalent. C'est vrai qu'il y a un côté artistique, il y a un côté technique.
Si on prend tous les métiers qui tournent autour des automates, on arrive à peu près une douzaine de métiers. Tous ces métiers-là, il faut les gérer pour arriver qu'à la fin, l'automate soit le plus parfait possible. Il est de 85, donc il a 33 ans. C'était un des premiers automates que j'ai fait, avec l'aide de Denis Perret-Gentil, un ami sculpteur avec qui on était à l'école ensemble. Je suis assez content parce qu'il tient toujours bien la route esthétiquement. Et puis, contrairement à moi, il n'a pas vieilli. À côté des automates, nous, on est des pauvres mortels. On n'a pas le don d'immortalité, malheureusement. J'ai choisi le personnage de Léonard de Vinci pour faire un grand dessinateur et écrivain. Il va faire de l'écriture en miroir, donc en latin à l'envers. Il va faire un dessin de cheval, un dessin qu'il a créé il y a 500-600 ans, et puis en même temps qu'on le remonte, quoi. Je sais pas, il y a un côté comme s'il était plus proche de nous. La mécanique, c'est vraiment visible, le plus possible. Dans les automates traditionnels, classiques, anciens, fin XVIIIe siècle, dans les plus complexes, c'est souvent des écrivains, dessinateurs. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, peut-être 4. Après, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Donc c'est vrai, ça m'a demandé pas mal de travail de recherche pour recréer ces automates dessinateurs-écrivains. Ce qui m'a pris le plus de temps au début de ma carrière d'automatier, c'était de retrouver comment faire une écriture, d'observer un peu ce qu'il y avait et puis d'y aller un petit peu à l'instinct, quoi. Les étapes les plus agréables, c'est peut-être au moment où on doit faire les cames, donc créer les mouvements, le scénario, l'âme même de l'automate. Il lui manque plus que la vie. Cet automate, c'est le Prince Eugène, une commande que j'ai eue de Saint-Gall. En 6 minutes, il arrive à faire 2 dessins d'une assez grande complication. Et puis il a la respiration, les yeux, les paupières,
les mains, les jambes, plus encore une musique dans la table. Les cames, ça c'est l'âme de l'automate. Donc c'est vraiment comparable à un être humain. Il y a un cœur qui donne l'énergie. Il y a des cames, on pourrait comparer ça au cerveau, une émotion qui donne les mouvements. Puis ensuite, tout au bout, par exemple, on a les paupières qui donnent la vie extérieure, mais on ne voit pas l'intérieur du mécanisme, un petit peu comme nous. Moi je l'aime, oui bien sûr, alors, comme tous mes enfants qui ont une clé dans le dos. Sainte-Croix, il y a une ambiance très spéciale avec tous ces artisans qui sont venus de plein de coins différents. Horlogers, micromécaniciens. Les gens se sont rencontrés, se sont découverts et puis en même temps se sont influencés. Puis j'ai eu la chance de vivre ça au bon moment. C'est un peu la Silicon Valley des automates. Il y a plein de personnes qui font de la haute horlogerie, de la haute pendulerie. On est, c'est vrai, une équipe d'artisans, je dirais très pointue, quoi. C'est les mobiles à mesurer le centre, donc il faudrait trouver un compas d'engrenage pour que je puisse mesurer la distance des centres. La distance des centres. Hop, c'est parti. Ça, c'est typiquement un outil de pendulier ou d'horloger. En micromécanique, nous, ce genre d'outil, on ne l'utilise pas. Ça permet d'affiner un réglage. Voilà. Ça, c'est vraiment de la pratique. Ouais, donc ça fait 23, un peu moins. Ouais, c'est autour de 23. Ouais, bah, c'est juste. Voilà. Ça, c'est du cousu main. Trop précis, ça joue pas. Il faut bien penser aux dilatations, il faut tout prendre bien en compte. Et puis voilà, s'il n'y a pas de jeu, la mécanique ne fonctionne pas. Autant dans les automates que dans les horloges, dans les pendules, le jeu des pignons, le jeu des engrenages, c'est l'âme des anges du whisky, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas ça, ben, t'as tout qui bloque. Bon, j'ai un gros blocage, mais je sais pas où il est. Hein. Que je fasse tourner le bonhomme aussi. Voyons voir. Non, toujours pas. Ah, ça passe. Ça passe à rien du tout. Ah, ça passe à 1/10, même pas. Oh mon Dieu, limite. Le petit oiseau là, mais c'est vraiment pas facile. Ouais, on le devine. Allez, s'il te plaît, vas-y maintenant. Sois gentil. Fais-le. Un jour, j'ai un ami qui est passé, qui fabrique lui aussi des automates. Et connaissant ce petit personnage capricieux, il est venu avec un petit bouquet de sauge séchée.
Il m'a dit, mais essaye une incantation, on sait jamais, peut-être que ça marche. Et un coup, j'ai mis feu à ce bouquet de sauge et puis j'ai fait un peu une incantation autour du personnage. Et mon apprenti m'a surpris en train de faire ça et il a pris peur quand même, hein, parce que c'est assez épique. Ça n'a pas marché, malheureusement. Ah, c'est lourd, hein, sur ce support. Alors, tu vois, François, tu vois, ce levier, en fait, quand je veux vraiment dresser le corps, ce levier, il doit Ah oui, il absorber. amortit. Voilà. Et puis, je me demandais s'il faudrait pas faire un renfort, soit dessous, parce que souvent, il y a une flexion, tu vois, il y a une... C'est pas épais non plus, puis il est quand même lourd. Hein. L'axe a sa roue dentée Ouais, ici en bas. qui permet de faire pivoter le bonhomme. Ouais. Ah ouais, tu dois trouver un compromis entre les deux, que ça soit rigide mais pas trop, parce que si c'est Exactement. trop fixe, après il est trop Bah, il trop peut raide, plus, ouais. puis il peut plus amortir les autres mouvements. Exactement. Ouais, Pas évident. non, pas évident. Voyons voir. Non, toujours pas. Apparemment, tous ceux qui ont un petit peu bricolé là-dessus auparavant, ben, ils sont tous morts aujourd'hui. Donc j'espère que je suis pas ce prochain sur la liste quand même. Dans les dernières grosses commandes que j'ai eues, il y a eu la Féandine pour la maison Van Cleef. Donc ça, c'est aussi un automate qui nous a pris beaucoup de temps pour gérer les mouvements, l'automate qui est très petit, et puis les matériaux. C'est sûr que quand on travaille des matériaux aussi lourds que l'or, c'est beaucoup moins pratique. Et on a passé bien 3 ans sur ce projet. Tu peux avancer un petit peu alors? Oui, alors ça a bien avancé. Je vais te montrer aussi 2-3 choses qu'on a ajoutées, qui n'étaient pas prévues au départ. Bonjour. Vous montez d'un étage. Ça, c'est un truc qui avait pas avant, tu verras. On le sifflement ici. Ouais. Il est déjà branché le sifflement? Alors là, ouais, ça c'est juste à le brancher, ça c'est rien. Il se passe plein de choses. Un personnage qui tourne 45 secondes, qui déclenche des sapins, une lune qui monte, le personnage qui siffle, les champignons qui sortent par magie, et puis un tintement quand ils sortent. C'est toujours une surprise quand j'arrive dans l'atelier de François, parce qu'il y a à chaque fois quelque chose d'imprévu. Alors si tu veux, ça c'est l'entraînement du marcheur ici avec la couloir. Hein. Cet automate est destiné à notre futur musée atelier Audemars-Piguet, qui ouvrira ses portes début 2020. Et il a pour vocation d'exprimer la magie de la mécanique, puisque l'histoire de l'horlogerie est liée à l'histoire des automates. François Junot, il faut pas lui dire, c'est un génie, c'est un artiste et c'est un artisan à la fois, c'est un mécanicien et c'est un créateur. Ouais. T'as la boule qui monte, après je pense que si j'avais fait le même métier en 1950,
j'aurais eu énormément de peine à en vivre. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas vivre comme un artiste maudit, quoi. Tous les automates que j'ai fabriqués ils vont me survivre, hein, ça c'est clair. Hein. Ils seront toujours là, ils se feront réparer par d'autres personnes, ils vont voyager dans le temps. Et puis, comme les autres artisans automatiers l'ont fait avant moi. Donc moi, je suis juste un chaînon de la chaîne, quoi.